entretien avec le ministre de l'Agriculture et de l'Environnement de la République du Burundi, président en exercice de la Commission des forêts d'Afrique centrale. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Oui, monsieur le ministre, vous avez présidé hier pour la première fois le 11e conseil ordinaire de la Commission des forêts d'Afrique centrale. Le Burundi prend la présidence de ce conseil. Quel est le sentiment qui vous anime et quel regard portez-vous sur cette institution? Merci beaucoup. Comme vous le dites, hier nous avons reçu le témoin pour présider la Comifac. Et comme sentiment que nous avons avec l'expérience de la première réunion, c'est que les pays de la région ont vraiment l'engouement d'avoir une même vision pour une même destinée. À partir des échanges que nous avons menés lors de la réunion, j'ai vu que tout le monde vraiment se sent impliqué, veut s'impliquer. Il y a même l'engouement d'aussi réveiller l'esprit de rendre solide l'organisation, même de la part de nos autorités supérieures. Vous savez, la Comifac a été créée par un sommet des chefs d'État pour préserver l'environnement, les forêts et la biodiversité. Et dans ce sens, les pays de la région se disent, nous avons même destinée et nous devrons nous renforcer mutuellement pour que l'organisation soit solide. Et comme vous le savez, les forêts du bassin du Congo constituent un poumon vert et aujourd'hui qui serait considéré comme la première au monde. Monsieur le ministre, quelles sont pour vous, de premier vue, les priorités pour votre mandat? Les priorités, en fait, c'est pas, on ne réinvente pas la roue, comme vous le savez. C'est qu'il faut renforcer la coopération au sein de l'organisation même, mais aussi avec les autres organisations et surtout l'organisation mère qui est la CIAC. Pour le moment, il y a des difficultés de collaboration, si je peux le dire ainsi, parce que la CIAC exige que la Comifac s'adapte aux récentes réformes qui ont été opérées au sein de la CIAC. Et nous sommes en train, d'après les activités qu'on m'a remises hier qui étaient en cours, c'est la révision des textes réglementaires qui régissent l'organisation. Ça va être l'une de mes priorités pour finaliser cela. Il y a aussi la préparation, le préparatif pour une réunion, un sommet des chefs d'État de la Comifac. Et on doit préparer ça pour que ce sommet ait lieu avant le mois de juin. Parce que c'est un sommet qui a été reporté à maintes reprises. Et comme c'est programmé que ce sommet se déroule en RDC, je vais entamer des contacts avec les autorités de ce pays pour que ce sommet ait lieu. Et notre priorité, c'est, comme je viens de le dire, l'organisation doit être solide. Et pour être solide, il faut que l'organisation ait des fonds en suffisance pour bien fonctionner. Et nous avons constaté que la plupart des pays n'ont pas encore honoré leurs engagements, leurs contributions égalitaires. Il y en a qui ont déjà payé, d'autres qui sont en train de payer petit à petit. On va avec le secrétariat exécutif, on va essayer de développer des stratégies qui permettraient à d'autres pays aussi de continuer leur paiement et d'accélérer le rythme de paiement. Et autre chose, c'est la visibilité de la Comifac au sein des pays membres. Et nous allons nous atteler à ce qu'il y ait des activités
des activités qui permettront même que les populations des différents pays membres puissent constater réellement la présence de l'organisation dans leurs pays respectifs. Sinon, pour le moment, il y a des pays qui n'ont pas vraiment d'activité visible sur le terrain pour pouvoir reconnaître l'organisation. Une autre chose qui va rentrer dans mes priorités, c'est que la CIAC a promis que l'institution en charge de l'eau, de la gestion des eaux, soit implantée et comme siège ici au Burundi. Nous allons entrer en contact avec la CIAC, continuer les échanges pour fixer toutes les modalités qui sont requises pour que le centre soit installé ici au Burundi. Monsieur le ministre, vous avez pris le témoin hier pour la présidente de la Comifac, je le disais. Vous avez écouté votre collègue du Cameroun qui vous a passé le témoin. Alors, quel est le regard que vous avez porté sur le travail qu'il a effectué au sein de cette institution et quel est l'état de justement ce que vous avez comme appréhension sur sa personne? Mais c'est une grande personnalité, mon prédécesseur. J'ai beaucoup apprécié ses réalisations et d'ailleurs, ces réalisations vont me servir de base, point de départ pour mon mandat. Et une très bonne chose, c'est un homme sage avec une expérience qui est vraiment solide. Et je lui ai demandé de continuer à être de mes côtés. Et comme ça, les premiers jours, je pourrai être à mesure de diriger l'organisation, mais aussi de prendre des initiatives. Vous savez, dans pas mal de domaines, on peut dire, voilà, je prends une initiative, sans toutefois savoir que cela a été essayé dans le passé et échoué. Et comme ça, vous empruntez un chemin qui ne vous mène nulle part. Je vais le consulter le premier jour, j'ai vu que c'est quelqu'un qui a une vision, quelqu'un qui est vraiment dynamique, quelqu'un qui est sage. Alors on va capitaliser ça, surtout qu'il est disposé à continuer à nous accompagner, à accompagner l'organisation à donner ses contributions. Bien sûr, il y aura des initiatives propres, mais les initiatives que nous allons entreprendre, nous allons l'associer, je dirais, le concerter en cas de besoin. Monsieur le ministre, revenons en République du Burundi, où vous êtes le ministre de l'Environnement et de l'Agriculture. Monsieur le ministre, alors, quelles sont les priorités pour vous en matière de gouvernance environnementale et en République du Burundi? Les priorités en matière de gouvernance environnementale, c'est d'abord la préservation des écosystèmes existants. Ici au Burundi, nous avons des réserves naturelles comme la Kibira, comme la Ruzizi, comme au sud nous avons la réserve Kigwena. À l'est, nous avons au centre, nous avons la Ruvubu. D'abord, il faut essayer de préserver ces réserves qui sont là. Nous avons des gardiens qui sont installés là-bas, mais lorsque nous avons fait un tour dans le pays, nous avons trouvé qu'ils ont des défis. Il y a des défis qui existent. Il y a des gens qui pratiquent le braconnage. Il y a des gens qui exploitent ces réserves, du moins les périphéries. Nous sommes en train de développer des projets qui vont nous permettre de même entreprendre des activités de protection de ces forêts avec la faune qui se trouve dedans et aussi de procéder au reboisement des alentours de ces réserves. Ça, vraiment, c'est une priorité. Et deuxièmement, il y a le reboisement, la forestation qui est nécessaire et qui est déjà entreprise au travers d'un programme national communément appelé Weburundi Urambaye. Ce que nous allons faire, c'est redynamiser les activités de Weburundi Urambaye et aussi ajouter un volet de surveillance. Parce que nous plantons des arbres, mais après la plantation des arbres,
Et je trouve qu'il y a un défi de ne pas retourner en arrière pour voir le taux de reprise de ces arbres, pour les protéger. Mais aussi, il faut qu'il y ait des mesures qui soient arrêtées pour réellement protéger ce patrimoine, ces arbres qui viennent d'être plantés au travers de ce programme pour qu'ils soient entretenus et protégés contre ceux qui les détruisent. Également, nous avons un programme, nous sommes en train d'y réfléchir, on a déjà lancé ça pour que les gens commencent à renforcer la façon de pratiquer l'agroforesterie. Les arbres qui cohabitent très bien avec les plantes, et nous avons déjà commencé à les multiplier dans les pépinières et nous les donnons même gratuitement, que ce soit des arbres fruitiers, que ce soit des arbres à usage multiple comme les grevillea ou des arbres autochtones. Nous sommes vraiment disposés, nous sommes déterminés à continuer la sensibilisation pour que l'agroforesterie soit une réalité ici dans notre pays. Une autre chose, en concernant la gestion de l'eau, nous avons déjà entrepris des activités en rapport avec la protection des berges et des rivières, pour que ces rivières ne sortent pas de leur lit et endommagent les cultures, mais aussi pour que les eaux de ces rivières ne soient pas polluées ou que ces berges sont détruites par des gens qui cherchent des carrières et des moellons, des carrières, mais aussi du sable. Et d'autre part, nous avons des programmes qui sont soutenus par nos partenaires au développement, des programmes de protection des bassins versants, le retraçage des lignes suivant les courbes de traçage des courbes de niveau, mais aussi la plantation des haies anti-érosives pour forcer l'infiltration des eaux de pluie et pour que ces eaux de pluie n'emportent pas les éléments nutritifs qui se trouvent dans le sol, mais aussi éviter et lutter contre les pertes en terre. Maintenant, nous sommes en train d'élaborer un projet ensemble avec la Banque mondiale, un projet gigantesque que nous avons baptisé Programme national de lutte anti-érosive, où nous envisageons le traçage des courbes de niveau à travers toutes les collines du pays. Nous avons autour de 3000 collines ici dans notre pays et nous comptons d'ici 5 ans que toutes ces collines porteront des courbes de niveau, ne subiront plus des pertes en terre, de façon exagérée telle que nous l'observons aujourd'hui. Et au finish, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que toutes les eaux des rivières et lacs soient limpides. Si vous regardez aujourd'hui, ils contiennent beaucoup de sédiments. Et ces sédiments-là qui sont transportés vers le Nil et vers la Méditerranée, ce sont les éléments nutritifs en fait, que nous perdons. D'ici 5 ans, nous espérons, si Dieu nous prête, vu que ces eaux de rivière, vous allez les retrouver limpides. C'est notre aspiration en tant que ministre de l'Environnement, Agriculture et Élevage en matière de l'environnement. Excellence, beaucoup de pays connaissent les effets dus au changement climatique, perturbation de saison, avec des impacts aussi sur l'agriculture et autres. Alors, quel est le cas de la République du Burundi? Le changement climatique, c'est un défi majeur auquel nous faisons face ici dans notre pays. Et c'est vraiment, en quelque sorte, je dirais qu'il nous menace. Et ici au Burundi, il y a vraiment, même très récemment, saison A, on devrait commencer l'année agricole au mois de septembre, mais il y a un retard de pluie qui sont arrivés avec un retard de plus d'un mois et ça a perturbé vraiment la saison agricole. Et nous voyons même à l'intérieur du pays qu'il y a
en déficit en termes de denrées alimentaires à cause de cela. Et qu'est-ce que nous sommes en train d'observer encore? Il y a des maladies des plantes, mais aussi il y a des ravageurs. Des ravageurs des plantes qui attaquent les plantes qui sont liés au changement climatique, à cette perturbation. Vraiment, le changement climatique, les effets du changement climatique, c'est une réalité ici au Burundi. C'est pourquoi même lorsqu'on échange, en disant voilà ceux qui sont en train de pluie plus que les autres devraient vraiment payer les contributions pour qu'on puisse se remettre. Et parce que notre pays n'est pas parmi les pays pollués, et avoir le couvert végétal qui est à notre disposition dans le pays, seulement que nous sommes capables d'absorber notre carbone émis dans le CO2 émis dans l'atmosphère, et même contribuer à séquestrer le carbone d'autres nations. Voilà, en tout cas, vraiment, tout ce que nous faisons ici, c'est en matière d'environnement, c'est d'essayer d'atténuer les effets des changements climatiques sur la sécurité alimentaire des ménages. Parmi les choses qui nous menacent, vraiment, c'est le changement climatique qui perturbe les saisons, mais aussi qui fait qu'il y ait des problèmes de maladies et ravageurs des plantes ici dans notre pays. Parlant de sécurité alimentaire, vous êtes ministre de l'Agriculture. Alors, quels sont les grands projets et les grandes politiques que la République du Burundi mène dans ce secteur? Et pour ce qui est de la sécurité alimentaire, ce que nous sommes en train de faire, les politiques actuelles, c'est que chaque bouche doit avoir à manger et chaque poche doit avoir de l'argent. Et pour y arriver, il y a l'augmentation de la production qui doit être là. Si je retourne un peu en arrière, je vous dirais aussi qu'il y a un défi ici au Burundi, un défi qui est lié à la pression démographique. Ici au Burundi, la pression démographique est une réalité et qui contribue à la réduction des terres arables. Et ces terres arables sont surexploitées parce qu'un ménage qui dispose de moins d'un hectare, il doit l'utiliser de façon à pouvoir se procurer de quoi manger. Et là, il y a une surexploitation, alors qu'il n'y a pas même de mécanisme de restauration de la fertilité de ce sol. Ce que nous sommes en train de faire donc est que ces ménages accèdent à des fertilisants à des prix qui sont subventionnés. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ici au Burundi, au travers le programme national de subvention des engrais, les engrais sont subventionnés jusqu'à 70%. Et nous avons aussi un projet de subventionner les semences, l'accès aux semences sélectionnées. Et tout cela dans le cadre de pouvoir augmenter la production consécutivement au même titre que l'augmentation de la population, voire même aussi pour dépasser son niveau afin d'avoir de quoi vendre. Il y a la diversification des critères d'exportation que nous sommes en train d'essayer. Il y a la recherche à l'Institut des sciences agronomiques du Burundi qui est en train d'être renforcée avec un budget conséquent. On a commencé à augmenter le budget de l'ISABU. Et aussi en matière de l'élevage, nous avons constaté qu'il y a le sang de nos races que nous élevons ici au Burundi est en déclin parce qu'il a besoin d'être amélioré. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train d'introduire de nouvelles races. Pas de nouvelles races, mais des sangs pires pour pouvoir améliorer le sang de nos animaux que nous détenons ici, nos animaux d'élevage. À commencer par les lapins, parce que nous avons un programme de généralisation de l'élevage des lapins dans les ménages. Parce que les lapins
Ce sont des animaux les moins demandants, les moins exigeants et qui ne sont pas en compétition avec l'homme, mais qui peuvent même aider à nourrir les populations pour avoir des protéines, mais aussi à être vendus. Parce qu'un ménage qui détient une vache ne peut pas la battre pour manger de la viande. Mais pour les lapins, c'est vite fait. Nous avons amené des races pires pour les porcs. Et il y a aussi des centres nécessaires qui sont installés partout dans le pays et nous comptons les renforcer avec des centres nécessaires de l'État public pour pouvoir produire la semence qui sera distribuée dans les ménages en cas de besoin avec l'insémination artificielle et la saillie naturelle. Mais la saillie naturelle, ce n'est pas vraiment privilégié beaucoup, surtout pour les vaches. L'insémination artificielle est à privilégier à l'avance. Il y a les chèvres, il y a les moutons, races pires, qui viennent d'entrer ici dans le pays. Et on va les multiplier et commencer à les diffuser à l'intérieur du pays. Il y a des vaches. Maintenant, nous avons 310 vaches de races pires en commande. Le marché est déjà passé. Il reste à octroyer les devises à celui qui a gagné le marché pour qu'il puisse les amener à partir de la Belgique pour améliorer le sang de nos bêtes ici. Et aussi, ce que nous sommes en train de faire, c'est de voir comment développer le secteur secondaire. C'est vrai qu'il y a l'augmentation de la production. Il faut que ça soit traité. Il faut que ça soit que ça passe à travers l'industrie agroalimentaire pour la transformation et le conditionnement, afin qu'on puisse préserver ça à un moment, mais aussi qu'on puisse exporter ça. Et là aussi, il y a un projet d'installation de laboratoires qui vont permettre la certification de nos produits afin de les amener sur le marché. Là, je parlais des centres nécessaires. Il y a aussi des projets de développement de l'aquaculture, les poissons, la pisciculture. Même hier, il y avait un lancement d'un projet de pisciculture au nord du pays. C'est là où était notre président avec quoi? Je ne dirais pas les bailleurs de fonds, mais les gens qui détiennent des capitaux et qui désirent et qui ont même déjà commencé à s'investir là-dedans. Nous sommes en train en tout cas de faire pas mal d'activités pour augmenter la production. Et aussi, pour vous rappeler, il y a eu un programme pour l'autonomisation économique et l'emploi des jeunes, PAEJ, qui a bénéficié de 50 milliards de la part du gouvernement pour encadrer les jeunes, pour les accorder des financements qui leur permettent de commencer à développer des activités de production dans le cadre de l'augmentation de la production. Auparavant, ici dans notre pays, il y avait une croyance comme quoi celui qui a fait ses études il ne peut pas aller se tremper dans la boue, ses pieds et ses mains en train de cultiver. Ce n'est plus à jour parce que même le président de la République cultive des hectares et des hectares de champs, même des fermes. Tous les ministres sont en train d'entretenir au moins 5 hectares. Et tous les officiers, chaque ministre, doit montrer un champ de 5 hectares. Il obtient ça à travers notre ministère. C'est nous qui, en fait, donnons l'accès à la terre. Et pour des gens qui veulent pratiquer des activités d'augmentation de la production, mais c'est juste un prêt. On les donne pour une période X pour pratiquer les activités d'augmentation de la production et les ministres doivent montrer un champ d'au moins 5 hectares. Il y a tous les officiers à passer par les gouverneurs, les administrateurs
ils doivent disposer de champs modernes pour donner l'exemple aux autres. Même les intellectuels, les intellectuels comme qui sont capables de le faire, ils se sont déjà lancés volontairement dans le secteur de production agricole et d'élevage. Et les jeunes aujourd'hui, parce qu'ils sont sensibilisés et qu'ils peuvent aussi accéder à des fonds de commencement des activités, ils sont déjà dans le secteur. Maintenant, ce que nous projetons faire dans le futur proche, c'est de commencer à attirer les investisseurs dans le secteur industriel pour qu'il y ait la transformation afin de lutter contre les pertes post-récolte. Parce que ici, les pertes post-récolte avoisinent 35%. Et c'est vraiment dommage que 35% des productions seraient perdues aussi facilement ou vendues précipitamment à un prix dérisoire, faute de marché ou faute de moyens de préservation. Merci, Monsieur le Ministre, pour cet entretien. Je rappelle, vous étiez face à Raoul dans le cadre de l'émission La Voix de l'Environnement. Merci beaucoup. Mais avant de terminer, j'aimerais ajouter que ici au Burundi, parmi les initiatives qui s'observent, il y a eu la création de la Banque des femmes. Les femmes sont beaucoup impliquées dans l'agriculture et on a décidé de créer une banque pour les faciliter l'accès au financement de leurs projets. Il y a eu aussi la création d'une banque de jeunes, banque d'investissement pour les jeunes, parce que ces deux catégories, on a constaté qu'ils n'ont pas des avoirs à donner aux institutions financières comme hypothèque. Et comme ils n'ont pas d'hypothèque, on a créé ces banques pour eux et on a créé aussi un fonds de garantie pour que ceux qui ne peuvent pas avoir ces hypothèques puissent bénéficier de l'appui de ce fonds comme qui leur garantit l'accès à ces fonds et aussi servir d'hypothèque pour eux. Ce sont vraiment des initiatives qui sont en cours et que nous comptons renforcer pour augmenter la production. Merci beaucoup de votre temps, mais aussi de ces questions qui sont vraiment constructives. Merci.